m'avez parlé des manipulations d'Émile Cissé un petit peu envers vous, avec un traitement quand même différent par rapport aux autres prisonniers, mais dans un but bien précis, vous faire signer les aveux. C'est cela. Alors, page 40, vous vous retrouvez face à un dilemme. Il faut choisir entre la peste, Émile Cissé, et le choléra, Ismaël Touré. Ce sont vos mots. Vous écrivez: me voici donc entre l'enclume et le marteau. Je dois choisir entre la peste et le choléra, entre l'enfer d'Émile Cissé, un dramaturge qui est devenu un expert incomparable dans le montage des complots, et Ismaël, admirateur des rois les plus cruels de la terre qui se vante d'arrêter et de tuer qui il veut. À bout de force, vous finissez par vous soumettre en signant ces fameux aveux. Vous écrivez: quant à Émile, depuis qu'il a obtenu ma déposition, il ne se soucie plus de moi. Fini les quinquélibats, fini les distributions généreuses de bananes, d'oranges et de cigarettes. Il faut vite faire des copies de ma déposition pour le président. Il doit se rendre immédiatement à Conakry pour rendre compte à Ahmed Sékou Touré. Émile Cissé, je ne le reverrai plus jamais. Monsieur Barry, ma question c'est comment, en tant qu'être humain, comment on se sent juste après avoir posé un acte pareil? On se sent défait. Après avoir lu ma déclaration, après l'avoir enregistrée, j'ai pleuré. Mes larmes ont coulé. Et le président du comité révolutionnaire, qui était à côté de moi, Toumani Sangaré, Émile Cissé était aussi, lui, c'est le secrétaire du comité révolutionnaire. Toumani Sangaré m'a dit: Barry, il faut avoir du courage. Je dis: non, je ne pleure pas par manque de courage. Je pleure parce que j'ai été faible et lâche. Je n'aurais jamais dû accepter ces aveux. Et on n'est plus le même quand on a fait cela. C'est comme si votre personnalité se dédouble. Vous n'êtes plus vous-même. Et c'est là, plus tard, je me suis considéré comme un personnage kafkaïen. Je suis dans l'absurde. Voici ce que j'ai fait de ma vie. Voici où j'en suis arrivé. Ça, c'est... Je suis tombé dans l'abîme, pratiquement, avec aucun espoir de se relever. On est désespéré. Revenons donc à vos aveux. Une fois signés, voilà que le président Sékou Touré s'en empare pour convaincre le public de votre inculpation. Cela se passe au grand meeting du Palais du Peuple. Vous qualifiez alors là le président, à ce moment-là, d'acteur talentueux. Parce que un chef d'État assis face à son peuple, il se met à lire la déclaration des détenus. Toute ma déclaration, il a lu lui-même. Et comme cette déclaration a été écrite par Émile Cissé et par moi-même, c'est pour cela que je dis il est un personnage d'une pièce de théâtre tragique-comique de Émile Cissé. Pour moi, ce jour-là, il n'est plus chef d'État. Il s'est rabaissé. Mais il a été surpris parce que quand il a fini de lire ma déposition, il y a eu des applaudissements. Et du côté des étudiants de l'Institut Polytechnique de Conakry qui étaient dans la salle. Parce qu'eux, ils ont fait attention à la qualité littéraire du texte. Il était surpris d'entendre des applaudissements. Ce n'était pas pour lui. Ces applaudissements m'étaient adressés à moi. Monsieur Barry, j'aimerais que l'on parle d'un fait rarissime. Encore une fois, c'est selon ma petite vision des choses, bien évidemment. Voilà que pendant l'attaque portugaise du 22 novembre 1970, des assaillants se rendent au Camboiro et libèrent tous les prisonniers. Ce qui est vraiment incongru dans cette histoire, c'est que quelques heures après l'attaque, les mêmes prisonniers regagnent de nouveau leurs cellules au lieu de prendre la fuite, sauf une personne, c'est Abou Souma. Alors là, j'ai envie de vous poser cette question. Où sommes-nous? Dans une forme de pitiatisme collectif ou dans une peur généralisée? Il faut comprendre les conditions dans lesquelles ces détenus ont été libérés. Ils ont été surpris eux-mêmes. Ils n'y étaient pas préparés. Une nuit du 22 novembre, ils entendent des coups de feu et le commando portugais et les éléments du Front de libération nationale de Guinée pénètrent et les sortent en disant: vous êtes libres,
Sékou Touré est mort. Qui veut être président? Les détenus ont peur. L'un d'entre eux a dit, si vous n'êtes pas sûr que le président est mort, ne nous créez pas des problèmes. Donc on les libère, ils ne savent pas quoi faire. Donc ils rentrent chez eux. Beaucoup d'entre eux, la plupart d'entre eux, cherchent à regagner leur domicile. Abou Souma, lui, quand il a vu, je vous ai déjà expliqué, le général Diané Lansana, qui était ministre de la Défense, au premier coup de feu, il s'est rendu au camp Boiro. Et là, les détenus l'ont reconnu et il a été arrêté. Certains voulaient le fusiller, mais Camara Bala s'y est opposé, l'ancien ministre qui était détenu. Et après, le capitaine Abou Souma a ouvert la voiture du général Diané, il a ouvert la radio. Il a vu que la radio marchait et que nous, les journalistes, nous étions déjà à la radio. Et il a même entendu, vers 9h, la voix de Sékou Touré, le premier message de Sékou Touré. Et il a dit d'ailleurs, je l'ai entendu vociférer à la radio. C'est le verbe qu'il a utilisé. Il a demandé au jeune Barry Ibrahima, qui faisait partie du commando qui a pris le camp Boiro, vous n'avez pas pris la radio? Le jeune Barry Ibrahima lui a dit non, il y avait une équipe qui était chargée de prendre la radio et une proclamation devait être lue par les chefs politiques. Alors, le capitaine Abou Souma a dit, vous avez perdu la partie, vous ne réussirez pas. Parce que la radio, c'est la force numéro 1 de ce régime. Ils vont utiliser la radio pour remobiliser la population et les choses vont se retourner contre vous. C'est en ce moment que lui, il est rentré chez lui. Il a pris contact avec ses amis, dont Dessoufiana Keita, commissaire de police, qui lui a prêté une voiture, accompagné de sa sœur. Il a pris la direction de la frontière de la Sierra Leone. C'est à une centaine de kilomètres de Conakry. Il s'est déguisé en marabout. Il a passé la frontière. Il a pu rejoindre sa famille en France. Mais les autres sont sortis. Le régime était encore en place. La milice commençait à patrouiller dans les quartiers, puisque les Portugais sont partis. Il y a les Cubains qui sont là, les fameux barbus, les barbudos, ils étaient là. Il y a le PAIGC qui s'est senti attaqué, qui a regroupé ses forces. Donc, toutes ces unités combinées allaient maintenant reprendre l'offensive, maintenant que les Portugais sont partis. Donc, il n'y avait aucun espoir pour eux de fuir. Et l'un des détenus, c'est Baïdi Gueye, un homme d'affaires très brillant, qui a beaucoup investi en Guinée, qui avait vraiment des projets extraordinaires pour le pays. Il a dit, nous sommes perdus. Il dit, même si nous cherchons à fuir, ils vont s'en prendre à nos familles. Donc, mieux vaut nous livrer, nous, et qu'on laisse nos familles tranquilles. Il dit, nous sommes perdus. Donc, après, il y a eu un communiqué à la radio disant que tous les anciens détenus sont convoqués à la permanence fédérale de Conakry 2, la permanence du parti. Donc, ils se sont rendus à la permanence, certains dans l'espoir que, puisqu'ils n'ont rien à voir avec cette agression, que le gouvernement allait tenir compte de cela. Mais c'était sans compter avec le cynisme. Il y a eu un communiqué disant que ces détenus, leur cas a été aggravé et qu'il y a de nouvelles révélations qui prouvent qu'ils étaient au courant de l'agression. Donc, tous, ils étaient condamnés à perpétuité. Maintenant, ils sont tous condamnés à mort. C'est-à-dire, comme le disait Ismaël, on les élève en grade. Ils étaient avant condamnés à perpétuité ou à 10 ans, à 20 ans de prison. Maintenant, on les fait passer à la catégorie supérieure, condamnation à mort. Ils ont été exécutés, je crois, le 3 ou le 6 janvier 1971, et le tribunal révolutionnaire, c'est-à-dire l'Assemblée nationale, s'est réuni le 25 janvier. C'est-à-dire qu'ils ont été exécutés avant que la sentence ne soit prononcée. Tous? Tous ont été exécutés à Kindia. Tous les anciens détenus, c'était ceux qui avaient été arrêtés en 1969, qui se trouvaient encore là-bas. Parmi eux, vous avez des gens comme Ashkar Marof,
qui était représentant permanent de la Guinée aux Nations Unies. Il a été rappelé en Guinée. Dès qu'il est arrivé à l'aéroport, on l'a amené au Camboiro. Il y avait des gens comme Bala Camara, qui était ancien ministre. Il est sorti de l'école nationale de la France d'outre-mer, comme Teli Diallo. Il était administrateur français en Haute-Volta, actuel Burkina, au moment de l'indépendance. Il s'est mis à la disposition de la Guinée. Il y avait, je ne peux pas les citer, de grandes personnalités et des hommes très connus. Ils ont tous été exécutés à Kindia. On l'aura compris. Après l'attaque portugaise, Sékou Touré devient démentiellement hystérique. Voici les mots qu'il prononce dans un discours. Tuer et rendre compte. Ou alors égorger, dépecer, sans pitié les agresseurs et leurs complices intérieurs de la 5e colonne. C'est les mots quand même d'un président. Monsieur Barry, nous ne sommes pas dans une forme d'anarchie totale là? Totale. Et c'est un appel au meurtre, un appel collectif au meurtre. D'ailleurs, c'est ainsi qu'un officier très brillant, qui s'appelait Pierre Koivogi, a été tué. Il faisait partie de ceux qui ont été ramenés de Conakry à Kindia. Ils étaient dans une jeep. Arrivé au niveau de Kindia, à l'entrée de Kindia, il y a un militaire, quand on lui a dit il y a des détenus dans cette jeep, il a tiré sur la jeep. C'était les ordres. Lui, il a écouté le discours de Sékou Touré. Il a dit tuer et rendez compte. Il a tiré sur la jeep, la balle est tombée sur Pierre Koivogi, qui a dit « Oh maman !» Il a appelé sa mère, puis il est mort sur le coup. Il y avait à côté de lui un de nos compagnons qui s'appelait Touré Kindo, qui a écrit le livre « Le dernier survivant » du complot Kaman Fodeba. Il était le seul survivant, le Touré Kindo. Parce que lui, on l'a arrêté parce qu'on a trouvé chez lui une lettre du capitaine Abou Souma. Une lettre. Vous aviez des relations avec Abou Souma, mais naturellement, je connais Abou Souma. Alors on a hésité, faut-il le libérer? Et puis on dit non, finalement, lui, on le condamne à 5 ans de prison. C'était le seul détenu qui savait le nombre d'années qu'il allait passer en prison. Lui, il a été libéré en 1973. Et c'est dans ses bras que le capitaine Pierre Koivogi est tombé quand on a tiré sur lui. Il raconte cette histoire dans le témoignage. Il a un témoignage très intéressant. Touré Kindo, le dernier survivant du complot de 1969, complot qu'on a appelé Kaman Fodeba. Parlons-en un peu de ce couple mythique que formaient l'écrivain Camara Laye et Marie Lorofi. Non, Camara Laye, il est rentré en Guinée, comme beaucoup de cadres guinéens, après l'indépendance. Et il a tout de suite été nommé ambassadeur de Guinée au Ghana. C'est le premier ambassadeur de Guinée au Ghana. Après, il est revenu en Guinée. Comme on sait qu'il s'intéresse à tout ce qui est recherche scientifique, on l'a affecté à l'Institut national de recherche et de documentation. Il est resté quelque temps en Guinée, mais il ne supportait pas le régime. Il n'aimait pas cette façon de vivre. C'est un homme libre. Il ne supportait pas cette oppression. Et il ne le cachait pas. Donc, un jour, il a été arrêté et envoyé en prison. Il est resté quelques mois en prison. Puis on l'a libéré. Et qu'est-ce qu'on lui reprochait? Rien. On ne lui a rien dit. On ne lui a rien dit. On l'a pris, on l'a mis en prison. C'est peut-être à cause de ses propos, certains de ses propos. Quand il est sorti de prison, il a pris le chemin de l'exil. Il est parti en Côte d'Ivoire d'abord, puis après au Sénégal. Il connaissait le président Senghor, qui l'appréciait en tant qu'écrivain, et il s'est installé au Sénégal. Mais au Sénégal, il a rejoint l'opposition au régime de Sékou Touré. Beaucoup de gens se rencontraient chez lui à Dakar. Et puis, en 1971, le père de Marie Lorofi, de son épouse, est libéré de prison après 5 ans. Il avait été arrêté en 1965 dans ce qu'on a appelé le complot de Petit Touré. Petit Touré a été arrêté parce qu'il a créé un parti politique, le Parti de l'Unité nationale de la Guinée, PUNG. Il a créé son parti, il a écrit une lettre, il a cité les articles de la Constitution guinéenne, articles de 40 à 42, qui autorisent tout citoyen guinéen à créer un parti politique, une association,
libertés, tous ces droits étaient reconnus dans la Constitution de 1958. Et c'est de là que part le divorce entre Sékou Touré et Keïta Fodéba. Keïta Fodéba était ministre de la Défense ou de l'Intérieur, je ne me souviens plus. Donc Sékou Touré lui a demandé d'arrêter Petit Touré. Et Fodéba n'a pas voulu. Il a dit non. Il a créé un parti en citant les articles de la Constitution. Il n'a pas commis un acte répréhensible. Il n'est pas dans l'illégalité. On ne peut pas l'arrêter pour ça. Donc, Sékou Touré a fait un remaniement ministériel. Il a écarté Fodéba du ministère de l'Intérieur. Il l'a nommé ministre de l'économie rurale. Il a mis certains de ses hommes. Ils ont procédé à l'arrestation de Petit Touré. Petit Touré, je le précise, a été le premier, lui et son frère Kélé Tigui, à être mis à la diète noire. Ils sont morts par diète noire en 1965. Je crois que c'était au mois de novembre. Et Petit Touré, pour ceux qui ne le savent pas, il descend, c'est le petit-fils de Kémé Bourema. Kémé Bourema, qui est le petit frère de l'Almami Samori Touré. Kémé Bourema, c'est un vaillant général illustre. Lui, il descend véritablement de Kémé Bourema, donc de la famille de l'Almami Samori Touré. D'un côté, Sékou Touré réhabilite ceux qu'il considère comme les héros, comme Samori Touré. De l'autre côté, il s'en prend à leurs descendants. Parlez-nous un peu donc de Marie Lorofi. Non, son père a été libéré, comme je le disais tantôt. Il a été libéré après 5 ans de prison. Il appartenait au parti de Petit Touré. Et lui-même, il disait, mais rien ne nous arrivera puisque la Constitution nous autorise à créer un parti. Son père était médecin, Henri Lorofi. Et quand il a été libéré de prison, il a envoyé un message à sa fille pour lui dire, je viens de sortir de prison, je suis très malade, je n'ai plus longtemps à vivre. J'aimerais te revoir avant de mourir. Ce message, naturellement, a touché profondément. Il a dit à sa fille, je n'ai plus longtemps à vivre, j'aimerais te revoir avant de mourir. Donc, elle a dit à son mari, mon père est libéré, il faut que j'aille le revoir. Et Camara Laye lui a dit, si tu vas en Guinée, tu risques d'avoir des ennuis à cause de moi, puisque le régime m'en veut, je lutte contre ce régime, il risque de s'en prendre à toi. Mais Marie Lorofi a dit, non, il faut que j'aille revoir mon père. Je sais qu'on ne va pas l'autoriser à sortir maintenant, mais moi, il faut que j'aille. Donc, elle a pris l'avion, elle est partie. Arrivée à l'aéroport, elle trouve le commandant Siaka Touré qui vient vers elle et qui lui dit, ah bon, vous pouvez prendre une chambre d'hôtel à l'hôtel Bessia. L'hôtel Bessia, c'est l'hôtel qui se trouve juste à côté de l'aéroport. Pourquoi? Ah non, juste parce que Marie Lorofi a voyagé avec une équipe de football du Sénégal qui devait jouer à Conakry. Et tout le monde elle est très connue. Et quand les Sénégalais ont vu qu'elle avait des ennuis à l'aéroport, les gens commençaient à murmurer en disant « Ah, il y a quelque chose qui risque d'arriver à Marie Lorofi. » Les services de sécurité s'intéressent à elle. Donc, ils ne l'ont pas arrêtée tout de suite, mais ils lui ont dit de rester à l'hôtel Kamel. Donc, ils l'ont gardée 2 jours là-bas, le temps que l'équipe sénégalaise reparte à Dakar. Après, ils sont venus, ils l'ont amenée au Kambouaro. C'est ainsi qu'elle a été arrêtée. Et je dois préciser que Marie Lorofi n'a jamais été interrogée. Les autorités ne l'ont jamais appelée pour lui dire « Vous êtes arrêtée pour telle ou telle raison ». Marie Lorofi est une otage. Ils l'ont arrêtée à cause de son mari qui militait contre le régime. C'était pour dire à son mari, si tu ne fermes pas ta bouche, ta femme, on la gardera tout le temps qu'il faudra en prison ici. C'était une pression exercée contre Camara Laye. Marie sera donc incarcérée au Kambouaro, puis transférée à la prison civile de Kindia, où nous la rencontrerons et où elle passera 7 ans. Elle ne sera jamais interrogée, c'est ce que vous disiez, et on ne lui dira jamais les raisons de son arrestation. Monsieur Barry, quelle prisonnière était Marie Lorofi? Une femme exceptionnelle.
Elle était devenue la mère des détenus. Elle a encouragé les détenus. Je me souviens, quand elle sortait dans l'arrière-cour, nous montions au barreau pour la voir, pour parler un peu avec elle. C'était interdit même. Mais certains gardes fermaient les yeux. Elle avait une belle, abondante chevelure, elle marchait, et puis les détenus montaient pour voir une femme. Et donc, elle nous encourageait. En prison, elle s'était spécialisée dans la fabrication des chapelets avec la mie de pain. Donc, si vous vouliez un chapelet, si vous recevez votre ration de pain, il fallait lui envoyer la mie de pain. C'est ce qu'elle triturait et elle faisait des machines, fabriquer des chapelets. Elle faisait de très beaux chapelets. Et comme je le raconte dans le livre, elle soutenait aussi les détenus qui étaient mis à la diète. Et ceux qui étaient mis à la diète étaient logés dans une cellule à côté de la cellule de Marie Le Roffi. Et la nuit, elle tapait sur le mur. Dès qu'elle tapait, le détenu montait au barreau et elle lui donnait un biberon de jus d'orange. Et après, elle lui trouvait un sandwich. Elle lui donnait un sandwich. Elle préparait quelque chose pour qu'il mange, parce qu'il était à la diète. Elle a pu ainsi sauver, aider beaucoup de détenus. Elle était enfermée avec une autre femme qui s'appelait Hawa Diallo. Hawa Diallo, c'était l'épouse du capitaine Pierre Koivogi, qui est mort dans la jeep qui le transportait de Conakry à Kindia. Non seulement on tue son mari, mais on arrête. Hawa Diallo, elle aussi, elle a passé des années et des années en prison avant d'être libérée. Monsieur Barré, est-ce que vous pourriez nous raconter brièvement l'arrivée de Sékou Touré à la tête de la Guinée? Vous utilisez pour titre La Résistance Ascension, un hommage à une pièce de théâtre du dramaturge Bertolt Brecht, intitulée La Résistible Ascension d'Arturo Ui, une sorte de métaphore sur l'arrivée d'Hitler au pouvoir. Alors, comment Sékou Touré arrive au pouvoir et surtout, est-ce qu'on peut aller jusqu'à faire un parallèle entre Hitler et Sékou Touré? Oui, Sékou Touré est arrivé au pouvoir par la voie démocratique, mais en même temps en utilisant la violence politique. Il y a d'ailleurs un écrivain qui s'appelle Bernard Charles qui a écrit un livre sur la violence politique dans l'installation du pouvoir en Guinée. Bernard Charles. Et il a perdu les premières élections, mais en 1956, c'était un raz-de-marée en faveur du Parti démocratique de Guinée. Après la loi cadre, il a eu à l'Assemblée territoriale 57 sièges sur 60. Donc il avait la majorité absolue. Les 3 sièges étaient occupés par Bari Yawadou, Bari 3, chacun de un siège, plus Habib Tal de Dinguiraye, descendant de El Hadj Omar Tal, qui était un député indépendant. Mais sa victoire est due à un certain nombre de facteurs. Il y a eu un changement d'attitude des autorités françaises vis-à-vis de Sékou Touré. Et l'arrivée du haut commissaire de l'AOF, Bernard Cornu-Gentil, qui s'appelait BCG, l'arrivée de Bernard Cornu-Gentil à Dakar, il avait la mission de récupérer Sékou Touré. C'est-à-dire, il y a eu une réunion secrète dont parle André Levin dans son livre sur Sékou Touré. Il y a eu une réunion secrète entre Bernard Cornu-Gentil et Sékou Touré à Conakry. Bernard Cornu-Gentil aurait dit à Sékou Touré: Monsieur Sékou Touré, nous pouvons vous aider, mais nous pouvons aussi vous gêner. On sait que vous avez une audience au niveau de la Guinée,
au niveau africain, même au niveau international. Nous sommes prêts à vous aider, à condition qu'ils ont discuté. Il paraît qu'à la fin, ils ont ouvert une bouteille de champagne. Donc, il y a eu un changement d'attitude du gouvernement français vis-à-vis de Sékou Touré, parce qu'ils ont vu qu'il a une grande majorité de la population qui le suit. Et le deuxième facteur, c'est ses victoires personnelles, parce qu'il s'est imposé comme syndicaliste, et quand il a pris le contrôle du PDG aussi, il a réussi à organiser avec ses compagnons l'implantation du parti dans tout le pays. Et le parallèle avec Hitler? Mais oui, avec Hitler, c'est intéressant. Il y a une certaine ressemblance, selon moi. Tous les deux, d'abord, si vous voyez leur cursus scolaire, tous les deux n'ont pas obtenu ce qu'ils voulaient à l'école. Hitler voulait être peintre. Il voulait entrer à l'école des beaux-arts de l'Allemagne. Il a échoué. Et ça l'a marqué. Mais son père voulait qu'il soit fonctionnaire, parce que son père était un fonctionnaire. Mais lui, il ne voulait pas être fonctionnaire, il voulait être peintre. Sékou Touré voulait entrer, après le certificat d'études, à l'école primaire supérieure Camille Guy, à Conakry, l'EPS, qui ouvrait la voie, la porte aux grandes écoles fédérales à Dakar. L'école normale William Ponty, qui formait les médecins, les instituteurs, etc. Il n'a pas réussi à ce concours. Il a été orienté vers l'école professionnelle Georges Poiret. Il devait être ouvrier spécialisé. Sékou Touré ne voulait pas être ouvrier, lui, il voulait être fonctionnaire. Donc, il a quitté l'école, il a démissionné pratiquement de l'école Georges Poiret, il avait 15 ans. Il a eu une altercation avec un surveillant général français qui lui a donné tort. Il est rentré, il a pris ses affaires, il est sorti. Et puis, il s'est abonné à une revue qui était très connue à l'époque, l'École universelle, qui permettait aux gens de se former eux-mêmes. Donc, c'est un autodidacte, un peu comme Hitler aussi. Il a passé le concours pour être commis des PTT, des postes de télécommunications. Il a réussi au concours. Donc, il a échappé à la condition d'ouvrier, c'est ce qu'il voulait. Il est devenu commis au PTT. Il a tout de suite organisé le premier syndicat des PTT. Sa carrière syndicale a commencé ainsi. Mais la ressemblance avec Hitler, c'est que aussi, tous les deux sont des tribuns, des orateurs. Marc, quand ils s'adressent à la foule, ils savent comment parler à la foule. Et troisièmement, ils n'hésitent pas à utiliser la force. Hitler avait sa milice. Dès le début, il a compris l'importance d'une milice organisée. Et Sékou Touré aussi avait la milice. Il a utilisé des jeunes qui l'ont suivi et qui étaient prêts à en découdre avec l'adversaire politique. Ils étaient violents. Ils allaient saccager les concessions. Ils faisaient tout pour imposer le parti. Vous pouvez vous arrêter dans la rue et vous demander si vous avez la carte du parti. On obligeait les gens à prendre la carte du RDA. C'était ça, Conakry. Je me souviens, nous étions au collège, et on les entendait, Boré, oh, Boré. Ils chantaient dans les rues, par groupe. Les gens, c'est en ce moment que une partie de l'élite guinéenne a commencé à sortir du pays, parce qu'on attaquait les concessions de ceux qui n'étaient pas avec le RDA, avec Sékou Touré. Beaucoup ont commencé à émigrer vers Dakar, comme David Souma, qui appartenait à un syndicat opposé à celui de Sékou Touré, la Confédération guinéenne des travailleurs croyants, la CFTC. Et puis, tous les deux ont été élus démocratiquement. Parce que Hitler aussi, en 1933, il a gagné les élections. Et le président allemand, je crois que c'est Hindenburg, l'a appelé
pour le nommer chancelier. Sékou Touré a gagné les élections, donc le gouverneur Ramadier l'a appelé et l'a nommé vice-président du conseil de gouvernement. Ramadier était le président, mais pratiquement, il a laissé faire, il laissait Sékou Touré agir. Donc, en tant que vice-président du gouvernement, il contrôlait déjà le ministère de l'Intérieur qu'il allait utiliser pour consolider son pouvoir. Donc, il y a certaines ressemblances entre les deux et tous les deux aussi se considéraient comme investis d'une mission providentielle. Sékou Touré s'est fait proclamer responsable suprême de la révolution. C'est-à-dire qu'il est au-dessus de tout le monde. Parce qu'avant, ses collègues disaient tu n'es qu'un primus inter pares. Tu es un premier parmi des égaux. Avant, au Parti démocratique de Guinée, quand il y avait un congrès, le congrès élisait le bureau politique, 17 membres. Et le bureau politique se réunissait pour choisir le secrétaire général. Alors c'est ce que certains, comme Tunkara Jean Faragué ou bien Bangali Kamara, ont dit à Sékou Touré au séminaire de Foulaya en 1962. C'est nous qui te choisissons comme secrétaire général parce que nous reconnaissons que tu as certaines qualités. Mais nous pouvons choisir un autre. Et maintenant, nous avons décidé que tu ne pouvais pas cumuler le poste de président et le poste de secrétaire général du parti. Parce que sinon, on aura la dictature dans ce pays, la dictature personnelle. Donc, nous proposons que Saïfoulaye soit secrétaire général du parti et toi, tu restes président. Mais tu ne peux pas cumuler les deux. Et cette décision a été entérinée par le séminaire de Foulaya et validée par le 6e congrès du Parti démocratique de Guinée qui s'est tenu en décembre 1962 à Conakry. Sékou Touré a été mis en minorité. Saïfoulaye a été élu secrétaire général du parti, mais Saïfoulaye n'a pas pris le pouvoir. Il a donné ses voix à Sékou Touré. C'est-à-dire, Saïfoulaye a permis à Sékou Touré de conserver son poste de secrétaire général et celui de président, contrairement à la volonté exprimée par les congressistes du PDG. Et c'était quoi ces raisons? Pourquoi avoir fait cela? Certains disent que Saïfoulaye était malade. C'est quelqu'un il souffrait d'une tuberculose, il était affaibli et il ne pouvait pas affronter Sékou Touré. On ne sait pas, d'autres disent qu'il y avait un pacte entre les deux, parce que un pacte secret, ils ne devaient pas se trahir les deux. Ils devaient rester unis. Aucun ne devait trahir l'autre. Il paraît que c'est un peu spirituel, secret. En tout cas, les deux destins, leur destin était lié, selon les mystiques. Ils ne devaient pas se trahir, ils devaient rester unis. Et vous savez, Saïfoulaye est mort en 1981 et Sékou Touré en 1984. Et beaucoup de gens disaient que l'un n'ira pas sans l'autre. Alors, face à un Sékou Touré déterminé, se trouve un certain Ibrahima Bari, dit Bari III, son premier adversaire juré. Ce n'est pas Bari III qui était le premier adversaire juré de Sékou Touré. C'était Bari Yawadou. Bari Yawadou, c'est le fondateur du bloc africain de Guinée. Il l'a fondé avec Keïta Koumadia, qui est originaire de Kouroussa, qui était le secrétaire général du syndicat des enseignants. Il l'a fondé aussi avec Bangoura Karim, qui est aussi un instituteur, qui est de Wonkifon, dans la région de Koya, Basse-Guinée. Et la troisième personnalité, c'était Framoy Bérété, qui est de la Haute-Guinée. Ce sont les trois personnalités qui se sont réunies et qui venaient des groupements ethniques. Parce que quand le RDA a été créé, le Rassemblement démocratique africain,
a été créé à Bamako en 1946 pour créer la section guinéenne du Rassemblement démocratique africain. On a fait appel aux organisations ethniques. Elles ont toutes adhéré au RDA. Mais après, il y a eu des pressions de l'administration française qui luttait au début contre le RDA. Donc, il y a eu une scission. Finalement, ces associations ethniques se sont retirées de la section guinéenne du Rassemblement démocratique pour former le Bloc africain de Guinée, BAG, dirigé par Diawadou, comprenant ceux dont je vous ai parlé tout de suite. Koumandia, Karim Bangoura, Framoé Bérété, en fait des ressortissants des différentes régions de la Guinée. Et donc Diawadou s'est opposé au PDG RDA. Diawadou a été élu en 1954 pour remplacer Yassine Diallo, le premier député de la Guinée française, élu en 1946, qui est mort en 1954. Et c'est à partir de 1954, quand Diawadou a battu Sékou Touré aux élections partielles, que la violence politique a commencé en Guinée. Sékou Touré n'a jamais accepté cette défaite. Il a eu 13% des voix au résultat final et Diawadou a eu 57%, je crois, quelque chose comme ça. Mais pour lui, c'est l'administration française qui a favorisé l'élection de Diawadou. Il a mobilisé tous ses partisans pour s'opposer à Diawadou. Et quand il est rentré, la population de Conakry, surtout les femmes, l'ont reçu comme un héros, Sékou Touré, en disant « c'est toi qui as gagné les élections, Sékou Touré, tu es le gouverneur de Conakry ». Les femmes Soussou chantaient en son honneur et ils sont réellement opposés à partir de 1954 jusqu'à 1958. Barry III arrive donc juste après. Exactement. Barry III est venu en troisième position. Au début, c'était Diawadou en tête, Sékou Touré, Barry III. Et puis après, Sékou Touré a pris l'avantage. Il a eu la majorité. Diawadou venait en deuxième position et Barry III en troisième position. Barry III, quand il est revenu en Guinée, il a créé la démocratie socialiste de Guinée, DSG, qui était partie intégrante du mouvement socialiste africain, MSA. D'ailleurs, le congrès du MSA s'est tenu à Conakry. Et c'est en 1958 que le BAG et la DSG ont fusionné pour former la section guinéenne du Parti du regroupement africain. Le Parti du regroupement africain a tenu son congrès à Cotonou, au Dahomey, au Bénin, en 1958, en vue du référendum du général de Gaulle, s'est prononcé pour l'indépendance de la Guinée. Donc c'est la première formation politique qui s'est prononcée pour l'indépendance de la Guinée, avant même le PDG, qui s'est prononcé en fait le 14 septembre 1958. Il y a eu la conférence nationale. Alors, M. Barry, on va essayer de faire une petite parenthèse. C'est-à-dire là, on est quand même sous la colonisation française. Ils arrivaient quand même à permettre aux Africains, aux Guinéens, de se constituer comme ça en partie. Mais pourquoi faire? Puisque c'est quand même eux qui dirigent dans tous les cas. Non, la constitution adoptée après la Deuxième Guerre mondiale contenait des avancées remarquables pour l'évolution des pays africains. C'est après la Deuxième Guerre mondiale qu'a été créée l'Union française. Et la Constitution reconnaissait aux Africains, d'abord, on a aboli le travail forcé qui existait. On a adopté un nouveau code du travail. On a reconnu le droit des Africains à se constituer en parti politique et en association. C'est après la Deuxième Guerre mondiale. Voilà. C'est en ce moment, c'est pour cela que le RDA est né en 1946 à Bamako. Parce que maintenant, on nous autorisait. Avant, ce n'était pas autorisé. Au lieu des partis politiques, ce sont les associations ethniques qui ont commencé à se former. Et puis après, elles se sont transformées au fur et à mesure en partis politiques. Alors revenons un petit peu sur la nuit de l'attaque.
le 22 novembre 1970. Pendant que des coups de feu résonnaient dans la ville, M. Barry, où était le président de la République? Où se cachait-il véritablement pendant l'attaque? Sékou Touré était au palais, il était dans son palais. Son palais le palais de la présidence n'a pas été attaqué. C'est la case de Bellevue qui a été attaquée. Certainement, on a orienté le commando portugais vers la case de Bellevue. Je ne sais pas comment, par de fausses informations, l'histoire le dira un jour, mais son palais n'a pas été attaqué parce que moi, je l'ai vu à 7 heures du matin, le 22 novembre. Il était assis dans son palais. Il y avait un marabout qui procédait à des sacrifices dans une calebasse. Et puis il y avait Saifoulaye, son compagnon, Beavogi, Lansana. Il y avait Alpha Abdoulaye Portos qui était au téléphone. Et tout de suite, quand il m'a vu, il m'a dit, bon Barry, il faut tout de suite aller à la radio, annoncer que je suis vivant et que nous organisons la résistance, nous sommes victimes d'une agression impérialiste. Donc je me suis rendu à la radio, j'ai trouvé un jeune homme qui s'appelait Émile Bamba, un technicien, et je lui ai dit tout de suite d'entrer en contact avec les émetteurs de Sonfonia pour démarrer les émissions. Il était à son bureau. Alors, je reviens sur votre parcours d'incarcéré, M. Barry. Vous écrivez page 60. La vie n'avait plus aucun sens pour moi. Je n'arrivais ni à dormir, ni à manger, ni même à boire, malgré l'insistance de mes geôliers, compatissant pourtant à ma lourde douleur suite à la séparation brutale avec mes 2 compagnons d'infortune. Je me disais, voici donc le vrai visage du régime que j'ai servi pendant toutes ces années. Je me méprisais moi-même et j'éprouvais une sorte de nausée. Donc pour que l'auditeur ou le lecteur nous comprenne, il faut savoir que nous sommes le 31 juillet 1971 au camp Kémé Bouréma de Kindia. J'étais enfermé dans la même cellule que El Hadj Thierno Ibrahima Ba et son frère Bademba Ba. Dans la nuit du 30 au 31 juillet, vers minuit ou 1 heure du matin, on est venu chercher les 2 frères et 10 minutes après leur sortie de la cellule, j'ai entendu El Hadj Thierno Ibrahima crier « Tuez-moi, mais épargnez mon frère. Tuez-moi, mais épargnez mon frère. » Puis j'ai entendu des mouvements, j'ai entendu les jeeps démarrer. Donc j'ai compris, c'était un message peut-être que Thierno Ibrahima m'adressait, puisqu'il a parlé haut et fort pour que j'entende. J'ai su donc que les 2 frères ont été exécutés cette nuit, du 30 au 31 juillet. Donc je me retrouve seul dans la cellule et j'étais complètement déprimé. Je ne savais pas quoi faire. J'ai su qu'on est venu prendre ces 2 hommes, ces 2 frères et les exécuter. Et je sais qu'ils sont innocents, puisque nous avons causé, nous sommes restés ensemble 40 jours. On a été transférés ensemble du camp Boiro de Conakry à Kindia. On était enchaînés ensemble, comme des criminels. Nous sommes restés dans la même cellule. Nous organisions des prières, nous discutions de la vie. Ils nous parlaient de ce qui s'est passé. Et je savais qu'ils étaient innocents et qu'ils ont même aidé Sékou Touré à prendre le pouvoir, puisqu'ils ont rallié Dalaba. Son père était chef de Dalaba. Il s'est rallié au RDA. Donc, j'étais complètement démoralisé et puis déprimé. Commençais un peu à perdre peut-être la raison. Et je me dis, la vie n'a plus aucun sens. Ce régime est un régime d'assassins, de criminels. Ils tuent des gens innocents, des gens qui ne leur ont rien fait. Ils sont prêts à tout pour garder le pouvoir. C'est malsain. Je me reprochais d'avoir travaillé pour un tel régime, d'avoir servi un tel régime. Mais comme je voulais revenir en Guinée, je pensais à un moment donné que Sékou Touré incarnait la nouvelle Afrique qui émergeait. On a cru en ça. Je m'étais trompé. Je m'excuse auprès du peuple de Guinée. Un peu plus loin, M. Barry, vous écrivez « Je fais tout pour m'habituer à l'idée de la mort.
Est-ce que réellement on s'habitue à la mort, à cet inconnu, Monsieur Barry? On ne s'habitue pas, mais à un moment donné, quand des événements comme ça arrivent, on n'a plus goût à la vie. On n'a pas envie de vivre parce que d'abord, je n'avais pas envie de manger ni de boire. J'avais perdu tout appétit. Même les gardiens de la prison venaient pour me prier de manger, de boire. Je disais non, je n'ai pas goût, je n'ai pas envie. Et donc, je voulais me suicider. C'est ainsi que j'ai expliqué le processus par lequel je me suis emparé de ce fusil. Oui, donc ça y est, la décision tombe. Vous décidez d'en finir avec toute cette mascarade. Vous écrivez page 61. Je pense intensément à mes enfants que je ne reverrai plus. J'écris sur le mur de ma cellule un mot pour dire adieu à ma fiancée Adama. Toutes ces personnes que j'ai aimées et chéries. Je revois ma mère, ma grand-mère, qui m'implore de croire en Dieu, de prier et d'attendre que le destin s'accomplisse. Les images de mon père défilent dans ma mémoire. Je le revois dans le beau boubou noir qu'il aimait porter et il me dit: Pourquoi tu as peur? Tu ne crois donc plus en Dieu? Je lui réponds à mon fort intérieur: Mais pourquoi donc Dieu permet-il de telles injustices, de telles cruautés? Rien n'y fait. Ma décision est prise. Car la vie, cette vie-là, ne vaut pas la peine d'être vécue. Monsieur Barré, vous décidez de vous donner la mort le 5 août. Pourquoi cette date? Le 5 août, c'est mon anniversaire. 5 août 1971, j'avais 36 ans. Je lui dis, je n'ai rien accompli de bon dans ma vie. Je vais partir. Et j'ai honte de ce que j'ai fait. J'ai servi un régime criminel. Toute ma vie est faussée. Donc, je préfère partir. Avec le fusil de votre gardien, qu'est-ce qui s'est passé? J'avais remarqué que le gardien avait son fusil et il avait un petit lit qu'il mettait devant la porte de notre cellule pour barrer, parce qu'il ne pouvait pas fermer la porte. Il mettait le lit, il poussait le lit contre la porte, et quand il s'éloignait, je le voyais soulever le matelas et mettre le fusil sous le matelas. Je l'ai vu faire ça à plusieurs reprises. Donc, quand j'ai voulu me suicider, je dis, je vais prendre ce fusil. Et effectivement, à un moment donné, il a mis le fusil sous le matelas, il est parti pour parler avec ses amis. Et dès qu'il est parti, j'ai poussé la porte, je me suis emparé du fusil. Et j'ai voulu le mettre dans ma bouche et j'ai vu les gardes qui couraient vers moi pour reprendre le fusil. Et puis, mon gardien leur a crié, non, n'ayez pas peur, le fusil n'est pas chargé. Donc c'est ainsi qu'ils sont venus reprendre le fusil de mes mains, m'attacher les mains derrière le dos et me déposer, me sortir du camp Kémé Bourema pour me déposer à la prison civile de Kindia. C'est à quelques centaines de mètres de là, peut-être, c'est moins d'1 kilomètre. Là, on m'a enfermé dans une cellule. J'ai vu un médecin, un certain Touré, médecin militaire, qui est venu et comme pour, je crois qu'on l'a envoyé, ils ont dû appeler Conakry pour dire qu'il y a eu un incident au camp Kémé Bourema. Il voulait savoir ce qui m'est arrivé. Il s'est assis devant ma cellule et me demandait qu'est-ce qui se passe. Je lui dis, je ne peux pas répondre à vos questions. Regarde, je suis enchaîné, attaché. Je veux parler. Il a donné des ordres pour qu'on me détache. Après, il a voulu me poser des questions. Je ne répondais pas. Mais regardé de loin, il ne voulait pas s'approcher de moi, comme s'il avait peur. Voilà. Puis après quelque temps, il est parti. Je crois il devait faire son rapport pour dire Petit Barry est peut-être un peu devenu un peu fou. Il a perdu la raison. Après une semaine, on m'a sorti de cette cellule et puis on m'a enfermé, on m'a amené dans la grande salle TF, travaux forcés, où j'ai rejoint mes amis, mes compagnons, surtout ceux de l'information. Oui, tout à fait. Alors parlons un peu de certains de vos co-détenus à la prison de Kindia. Se trouve une
bonne partie des employés du département information du Silly Cinéma Photo. Monsieur Barry, le fait de vous mettre tous ensemble, est-ce que c'était une volonté de la Révolution ou c'était par manque de place? Oh, c'est par manque de place, parce qu'à la prison de Kilia, il y a peut-être moins de 10 cellules individuelles. Comme ça, il y a une cour. Et puis, il y a deux grandes salles, deux ou trois grandes salles. La salle préau, il y a une autre salle pour les détenus de droit commun et la salle TF, travaux forcés. On va en reparler Donc, de cette salle. donc, on regroupe les gens dans ces grandes salles. Alors, vous avez pour co-détenus des cinéastes, Mohamed Lamine Hakem, Alpha Baldé, dit Marlon, Costa Diane ou encore Abbas Ba, et bien d'autres. Toutes ces personnes qui n'ont qu'un seul tort, d'avoir pour seul rêve celui de participer au développement de leur pays. On entend dire que Sékou Touré enfermait tous ces intellectuels parce qu'ils souffraient d'un syndrome que l'on appelle le complexe d'infériorité. Sékou Touré a été marqué par ses échecs scolaires, par le fait qu'il n'ait pas pu accéder à cette école prestigieuse de la période coloniale qu'on appelait l'école primaire supérieure, Camille Guy, qui ouvrait les portes aux grandes écoles fédérales qui étaient à Dakar, surtout l'école normale William Ponty. Il a souffert de cela. Et on raconte qu'il ne voulait pas que les gens sachent qu'il était à l'école Georges Poiret et qu'il devait devenir ouvrier spécialisé, alors que tous ses autres camarades avaient pu entrer à l'EPS, allaient devenir médecins, instituteurs, etc., des magistrats. Et lui, il n'acceptait pas cela. Vous écrivez, page 65. Les détenus politiques sont en enfer. Sékou Touré triomphe. Il a beau regarder autour de lui, il ne voit aucune tête plus haute que la sienne. L'ennemi est neutralisé. Nous sommes carrément dans la mégalomanie, là. Oui, il est neutralisé, il ne peut même pas se lever une aiguille. Alors là, il est content. Il est content quand il est le seul qui reste, qui triomphe. Parce que tous ceux qui pensent, qui réfléchissent, qui peuvent contester, il les a mis au pas, il les a mis à l'ombre. Maintenant, il est seul. Parlons un peu de certaines victimes ou martyrs de cette machine infernale. Ashkar Marov. Ashkar Marov, il était lui aussi membre des ballets africains de Keita Fodeba. Il a été un des directeurs. Parce que Fodeba recrutait des talents partout. Lui, il est sorti il a fait une école en France dans le domaine de l'aviation. Il est de Koya, originaire de Koya. C'est un métis libano-guinéen, guinéo-libanais, Ashkar Marov. Il a été aux Nations Unies. Il était l'adjoint de Teli Diallo, quand Teli était représentant permanent de la Guinée aux Nations Unies. Et quand Teli a été élu secrétaire général de l'Organisation de l'Unité africaine, OUA, Ashkar a été nommé représentant permanent de la Guinée. Et il était très apprécié. Il a poursuivi le travail que Teli avait commencé, puisque la Guinée présidait le comité contre l'apartheid aux Nations Unies. Il était très connu dans les milieux des artistes afro-américains et était très populaire. Jusqu'au jour où, on ne sait pas pourquoi, Sékou Touré l'a rappelé, alors que le secrétaire général de l'ONU, Outante, qu'il appréciait beaucoup, voulait le nommer haut représentant des Nations Unies pour la Namibie. À l'époque, c'était le processus d'indépendance de la Namibie qui se matérialisait sous le patronage des Nations Unies. Donc, Outante voulait nommer quelqu'un qui allait suivre le processus. Il a écrit à la Guinée pour demander à la Guinée d'approuver la nomination. Sékou Touré a refusé. Et il a dit que, d'ailleurs, Ashkar Marov ne sera plus le représentant de la Guinée dans quelque temps et qu'il ne peut pas approuver la nomination de Ashkar pour la Namibie. Outante a fait un voyage en Guinée, il a fait un voyage en Afrique, il en a profité pour inclure la Guinée dans sa tournée. Et
parce qu'entre-temps, Ashkar a été rappelé. Et dès qu'il est arrivé à l'aéroport de Conakry, on l'a envoyé au Camboiro. Il a été arrêté. Donc, Outtante est intervenu pour sa libération par correspondance. Et puis après, il est venu en Guinée rencontrer Sékou Touré pour demander la libération de Ashkar, qui est son ami personnel. Sékou Touré a promis. Outtante devait de Conakry aller à Morobia. Il a dit, quand vous serez à Morobia, je vous contacterai. Je me souviens, il y avait un autre Africain avec Outtante qui s'appelait Djarmakoy, un Nigérien. Et le Nigérien a dit à Outtante, il vous ment, il ne fera rien. Je le connais. Outtante ne pouvait pas penser que le président Sékou Touré allait lui mentir. Il lui a dit, je vous contacterai quand vous serez à Morobia. Il ne l'a pas fait. Il n'a reçu aucun télégramme. Il devait confirmer la libération de Ashkar à Outtante. Il ne l'a pas fait. Et Ashkar Marov est resté en prison jusqu'au 22 novembre 1970, ce qu'on a appelé l'agression portugaise. Lui aussi, il a été libéré du camp et puis après repris pour être envoyé à Kindia, où il a été exécuté en janvier 1971. Voici comment il a terminé. Un de ses enfants a fait un film à la Tantou, c'est-à-dire par la grâce de Dieu. David Maroff a fait un film. Malheureusement, ce jeune homme aussi est mort. Pour parler de son père, il le montre aux Nations Unies, il le montre parmi les grands de ce monde, et puis après il le montre dans cette cellule numéro 35 au Camboiro. C'est très émouvant, ce film. On pourrait parler également de Abdoulaye Bari. Abdoulaye Bari, oui, lui, je le connais personnellement, c'est un cousin à moi. Le mari de Nadine, se sont rencontrés à la Sorbonne, ils étaient très jeunes. Nadine, je crois, avait 17 ans ou 18 ans. Et puis, ils se sont aimés. Ils sont rentrés en Guinée aussi, se mettre à la disposition du pays, contribuer. Et j'ai travaillé avec Abdoulaye au ministère des Affaires étrangères. Il était aussi, comme moi, à la direction générale de la coopération que dirigeait Kassouri Bangoura. Il était aussi chef de division, très compétent, très calme. Au moment où sa femme travaillait aux Nations Unies, au programme des Nations Unies pour le développement, Nadine, et nous étions voisins à Conakry. Et il a été accusé de quoi exactement? Il a été arrêté à la frontière. Il voulait quitter. D'abord, il a sorti son épouse et ses enfants après notre arrestation à nous. Et puis, il pensait avoir une mission officielle qui lui permettrait de sortir et de rejoindre sa famille. Mais il n'a pas eu de mission parce qu'il était surveillé. Depuis qu'il a sorti son épouse, on le soupçonnait. Comme celle-ci était française, on le soupçonnait de vouloir la rejoindre. Donc il a tenté de passer la frontière du côté de la Côte d'Ivoire. Il a été arrêté. En fait, il avait déjà passé la frontière, mais je ne sais pas, ils l'ont poursuivi, ils ont pu le reprendre. Et c'est ainsi qu'il a été acheminé. On lui reprochait quoi, M. Bari? D'être sorti de la Guinée, d'avoir tenté de sortir de la Guinée illégalement. Donc ça, c'était un crime au temps de Sékou Touré. Sortir du pays. Vous aviez besoin d'une autorisation de sortie. Vous ne pouviez pas sortir du pays sans autorisation. C'était haute trahison. Donc lui, il a été arrêté, ramené à Kankan, puis après, on devait l'amener à Conakry. Il est mort entre Kankan et Conakry, dans un village que Nadine a découvert après plus de je sais combien d'années de recherche, à Tokounou. Je crois que c'est entre Kouroussa et Kankan. Elle a découvert, il est mort dans la Jeep qui le transportait, et ils l'ont enterré dans un village qui s'appelle Tokounou, entre Kouroussa et Kankan, je crois. Il est mort de quoi? On l'a fusillé? Il est mort de violence, il a été la violence. Il a dû être torturé à mort.
Donc, elle a pu découvrir là où il a été enterré et elle a procédé à la translation de ses restes mortels de ce village de Tokounou dans leur maison de Kipé à Conakry. Elle a organisé une cérémonie pour l'enterrement officiel et pour faire le deuil. Tous les ressortissants, tous les membres de l'association des victimes du Kambouaro ont participé à la cérémonie, plus les parents et amis de la famille de Abdoulaye Bari. C'était une cérémonie très émouvante. D'ailleurs, dans le livre que j'ai publié, j'ai fait un poème, un hommage à Abdoulaye Bari et puis l'éloge de Nadine Bari. Monsieur Bari, on va parler aussi un petit peu de Amilcar Cabral. Amilcar Cabral. Oui. Je l'ai connu à la radio parce que nous recevions des journalistes du PAIGC, le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert. Les journalistes émettaient à partir de la radiodiffusion guinéenne à destination de la Guinée-Bissau et des îles du Cap-Vert. Donc, une fois, Cabral est venu pour rendre visite à ces journalistes et à ces techniciens et on s'est rencontrés. On s'est présentés l'un à l'autre et j'étais séduit tout de suite par sa poignée de main, son regard, sa vivacité, son intelligence. Et on a commencé à causer. Et puis, après, c'était vraiment... On ne s'est plus séparés. Il me téléphonait souvent. Il passait me voir. Je me souviens une fois, j'avais une mission, je devais aller en Italie. Alors il me dit, j'ai un ami en Italie qui est venu visiter les zones libérées de la Guinée-Bissau. Il a fait des photos. Il a fait un album. J'aimerais que tu le rencontres pour qu'il te remette les photos qu'il a prises pendant sa visite. Et effectivement, j'ai rencontré ce journaliste qui m'a remis plusieurs albums de photos pour Amilcar Cabral, plus les coupures de journaux qu'il avait fait publier sur sa visite. Il avait fait beaucoup de publicité pour le PAIGC, pour la lutte de Amilcar Cabral. Et quand je suis revenu, je lui ai remis cela. Il était très content. Quand j'ai été dénoncé à la radio, il était un de ceux qui sont venus me voir pour me dire « Mais Bari, qu'est-ce qui se passe dans ce pays ?» Il m'a pris, il m'a dit « Viens dans ma voiture. » Je ne savais pas où il voulait m'amener. Il m'a amené chez Sékou Touré. On est allé au bureau de Sékou Touré et puis il a dit à Sékou Touré « Écoute ce qui se passe. C'est une agression psychologique. Vous avez subi une agression le 22 novembre, mais maintenant c'est une agression psychologique contre tes cadres. » Il a dit à Sékou Touré, tu sais, un cadre ne se remplace pas. Comme dit Mao, les têtes ne repoussent pas. Quand on perd un cadre, quand tu casses un mur, tu peux le refaire. Mais si tu perds un homme, tu ne peux pas le refaire. Il dit, l'homme, c'est le capital le plus précieux. Il tenait beaucoup à cette idée. Et puis il a dit à Sékou Touré, je suis un ami de la Guinée et je te prie de faire attention. Si on s'attaque à tes cadres, ta révolution risque d'être déviée. Alors Sékou Touré lui dit non, ne crains rien, Bari, c'est un des cadres de la révolution, je lui fais entièrement confiance, etc. Bon. Alors Cabral lui a dit, je compte sur ta perspicacité, il faut arrêter ce processus. Et après, je suis sorti avec Cabral. Cabral m'a dit, qu'est-ce que tu penses? Bizarre ça. Écoute, dès que l'indépendance est proclamée, tu viens avec moi à Bissau. Je vais dire à Sékou Touré, j'ai besoin de toi à Bissau, j'ai besoin. Et je me suis mis à rêver. Je me dis, j'aimerais bien travailler avec un homme comme ça, avec un homme comme Cabral. Malheureusement, j'ai été arrêté et quelques années plus tard, j'ai appris qu'il a été assassiné en Guinée. Il a été assassiné en Guinée, alors que la Guinée lui devait protection. La Guinée devait le protéger. Et même Fidel Castro avait
instruit son ambassadeur en Guinée de veiller à la protection de Cabral. Et alors, comment il a été assassiné? Il a Comment été ils ont fait? assassiné, il venait d'une cérémonie à l'ambassade de Pologne, à Conakry. Il rentrait chez lui, parce que Cabral ne se faisait jamais protéger. Il était avec son épouse. Il arrive à quelques centaines de mètres de chez lui. La route est barrée. Des gens sortent, des anciens combattants du PAIGC, qui l'arrêtent et qui veulent l'arrêter, qui veulent l'attacher et l'arrêter. Il a refusé, il a dit non. Moi, on ne m'enchaîne pas, on ne m'arrête pas. Il dit aux gens, écoutez, on va discuter. Les gens avaient reçu l'ordre de le prendre, de l'attacher pour l'amener dans un bateau, je crois le livrer aux Portugais, ou bien, et on ne sait pas quoi. Mais il a dit non, moi, on ne me met pas en prison. C'est pour ça que je lutte. Donc, ils ont tiré sur lui quand ils ont vu qu'ils ne pouvaient pas le prendre. C'est ainsi qu'il est mort. Et est-ce qu'on sait qui est l'auteur? Deux versions. Certains disent que c'est la police politique portugaise. D'autres disent que Sékou Touré lui-même n'est pas étranger à la mort de Cabral. Et il paraît que certains détenus du camp Boiro, à l'époque, nous étions à Kindia, nous n'étions pas au camp, certains détenus ont appris par la bouche de certains officiers qui ont été mis à la diète noire, qui ont avoué avoir été parmi ceux qui ont tué Cabral. Donc, quand ils ont été mis à la diète noire, ils ont fait certains aveux pour dire qu'ils méritent la mort parce qu'ils ont servi. Il paraît, je n'ai pas de preuves, mais ça a été raconté. Donc, on ne sait pas exactement quelle est la vérité. Il y a plusieurs versions. La police politique portugaise, on sait qu'elle a infiltré le PAIGC, qu'elle essayait de diviser le PAIGC entre les métis qui dirigeaient le mouvement et les noirs de Guinée-Bissau qui constituaient la masse des soldats. Parce que les Cabral et autres sont considérés comme des métis. Maintenant, le gros de la troupe, c'est les Guinéens de Bissau, des gens comme Nino. Donc, ils ont dit aux Noirs, nous allons vous donner l'indépendance si vous vous séparez des métis. Les métis appartiennent au Cap-Vert, mais le Cap-Vert ne sera jamais indépendant parce que le Cap-Vert sera une base militaire de l'OTAN. Donc certains auraient accepté ce deal avec les Portugais. On vous donne l'indépendance à condition que ce soit vous, les Noirs, qui dirigiez, vous vous débarrassez des métis, comme les Cabral, qui sont des communistes. Ce que vous disiez, diviser pour régner. Alors d'autres disent que Sékou Touré était très affecté par le prestige grandissant de Cabral. Il recevait non seulement de l'aide, une aide militaire substantielle, sur laquelle la Guinée prélevait des choses. La Chine, l'Union soviétique, les armes étaient fournies par l'Union soviétique et les Cubains, les officiers cubains, formaient les combattants du PAIGC dans l'utilisation des armes. Et vous savez qu'à un moment donné, l'Union soviétique a fourni au PAIGC des missiles sol-air. Et ce sont ces missiles sol-air qui ont permis au PAIGC d'abattre les avions militaires portugais et de faire 26 prisonniers. Donc la supériorité militaire des Portugais était terminée au moment où le PAIGC a pu former ses hommes à l'utilisation des missiles. Et c'était pratiquement la victoire du PAIGC, qui maîtrisait le terrain et qui avait l'avantage dans les airs, grâce à l'Union soviétique et à Cuba. Et il recevait toutes sortes d'aides. Le prestige de Cabral était au zénith. Il était reconnu aux Nations Unies, il était à Washington, il a eu le prix Lénine à Moscou. C'est après le prix Lénine que les Russes lui ont demandé ce qu'ils voulaient. Il leur a dit, ce qui nous gêne, c'est les avions portugais. Il faut nous trouver un moyen d'abattre les avions militaires portugais. Et Brejnev a donné son accord. Donc Cabral, c'est une grande figure. Et puis c'est un théoricien remarquable. Ses écrits sont importants parce que c'est un homme pour qui la lutte, ce n'est pas pour le pouvoir seulement. Il n'aimait pas, par exemple,
emprisonner les gens, même les adversaires, les ennemis. Il n'aimait pas. Il disait que l'homme ne doit pas être emprisonné. Il aimait dire cela. L'homme ne doit pas être emprisonné. Monsieur Barré, on pourrait parler de Lamine Akin. Oui, Lamine Akin. Lamine Akin, pour ceux qui ne le savent pas, il est originaire de la Côte d'Ivoire. C'est même un cousin de Houphouët-Boigny, du président Houphouët-Boigny. Mais c'était des jeunes qui trouvaient que Houphouët n'était pas assez révolutionnaire. Il préférait Sékou Touré. Et lui aussi, il était des ballets africains. Parce que Akin, c'est un poète, c'est un artiste aussi. Il écrit très bien. Et lui aussi, il a rejoint Keita Fodeba à Paris. Et quand Keita Fodeba a été nommé ministre dans le gouvernement de Sékou Touré, ils ont rejoint, ils ont accompagné, ils sont venus en Guinée avec Fodeba. Et lui, il a été nommé le premier directeur général de Sidi Cinéma. C'est à ce titre, il a fait un premier long métrage, Bakary Oulin, dans lequel jouait mon ami Moussa Diakité. Il jouait le rôle principal. Et donc, il était le directeur général de Sidi Cinéma. Il s'est marié en Guinée, il s'est converti à l'islam, il est devenu Mohamed Lamine Akin. Il s'appelait lui Akin, parce qu'il s'est marié à une fille de Yamberen, de Mali Yamberen, une fille très, très, très belle et qui jouait au basketball. Elle était très connue. Ousmane Diallo. Donc, lui, on l'accusait de quoi exactement? Il a été arrêté avec tous les autres cadres de l'information. Il était avec nous à Kenya. Il a été libéré en 1977 à l'occasion de la victoire du Afia Football Club. Et puis après, plus tard, après la mort de Sékou Touré, il a pu rejoindre la Côte d'Ivoire. Il a été libéré comme nous et après il a rejoint la Côte d'Ivoire où on l'a nommé directeur général d'une structure culturelle. Jusqu'à sa mort, il est mort dans les années 80. Mais il a laissé des écrits, des poèmes, et ses enfants très brillants, ont publié une partie de ses œuvres. Ouais. D'accord. On va parler de Alpha Baldé, dit Marlon. Ah, Marlon, lui c'est un réalisateur aussi, mais lui formé aux États-Unis. Il était en Californie. Son surnom, Marlon Brando, hein, c'est parce que très jeune déjà, il s'intéressait au cinéma. Et admirateur de Marlon Brando, donc on l'a surnommé Marlon. Tout le monde le connaît sous son nom. Son vrai nom, c'est Mamadou Alpha Baldé. Il est de Tougué, mais tout le monde dit Marlon. Il a été arrêté lui aussi en 1970 et son épouse, Néné Galé, elle aussi a été arrêtée. Son épouse a fait 5 ans de prison. Elle est sortie avec une tuberculose, elle était malade. Après la libération, en 1978, il a été libéré en même temps que moi. Maintenant, après, il est parti aux États-Unis, rejoindre un de ses fils, qui est né aux États-Unis, à Los Angeles, quand il était étudiant. Et c'est ce dernier qui a recouvré sa nationalité américaine et qui s'est installé aux États-Unis. Et quand Marlon a été libéré, son fils l'a reçu et l'a s'occupé de sa santé à Washington. Malheureusement, il est mort il y a 2 ans. Marlon est enterré à Conakry. Mais son épouse est à Washington, chez leur fils, Souleymane Baldé. Marlon a fait un film sur les femmes, la Guinée-Guinée, c'est-à-dire les femmes de Guinée, parce que Guinée en sous-sous, ça veut dire femme. La Guinée-Guinée, c'était le titre de son film, Les femmes de Guinée. Il montre un peu le processus d'émancipation de la femme guinéenne, encourager les femmes à s'ouvrir au progrès, à être indépendantes, à trouver un emploi, à ne pas compter uniquement sur le mari, etc., à travailler. Donc c'est un très beau film qu'il a fait, mais malheureusement, après la prison, il avait perdu un peu la vue et ne pouvait plus continuer dans le domaine du cinéma. Une autre vie détruite.
Et cette pensée de Césaire a été très discutée. Césaire s'est beaucoup intéressé à la révolution haïtienne. Et pour lui, Haïti, c'était un peu l'œil grossissant de l'Afrique. Il parlait de Haïti, mais il s'adressait aux Africains. Parce qu'il a fait une pièce de théâtre, La tragédie du roi Christophe, qui parle de l'histoire de Haïti. Mais cette pièce a été écrite en 1963. Et les indépendances africaines ont commencé dans les années 60. Et déjà, on se posait une question. Comment les dirigeants africains qui ont lutté pour l'indépendance vont pouvoir transcender leurs ambitions personnelles pour construire des nouveaux États, pour construire des démocraties viables? Est-ce qu'on peut exercer le pouvoir sans tomber dans la tyrannie? Est-ce qu'on peut exercer le pouvoir sans tomber dans les travers qu'on a dénoncés hier? C'est la question que Aimé Césaire, qui est très lucide, pose aux dirigeants africains. Donc cette pensée est adressée aux dirigeants africains. Je vais citer M. Sako Kondé. Sako Kondé, un de nos aînés, au collège classique et à l'université, brillant. Il est de Kouroussa. Il a été un des premiers directeurs de la douane en Guinée. Au moment où Bari Yawadou a été enlevé du ministère de l'Éducation pour le ministère des Finances. Donc, Sako Kondé a travaillé sous les ordres de Bari Yawadou. Il décrit Yawadou dans son livre La Guinée, le temps des fripouilles. C'est un livre que je recommande aux jeunes de lire. Ils comprendront parce que Sako Kondé a vite compris le vrai visage de ce régime. Il a démissionné de son poste de directeur des douanes. Il est revenu en France. Il était marié à une Française. Il est resté en France. Il a fini ses jours en France. Et il décrit la personnalité de Yawadou. Il dit que Yawadou, c'était un homme trop honnête pour entrer en politique. Il parle de son patriotisme, de sa droiture. Et il dit que Yawadou n'aurait pas dû vivre dans un tel système. Parce qu'il est droit, il a le sens de la parole d'honneur et de l'honneur, de la dignité. Et il raconte cette anecdote. La veille du référendum, quelques jours avant, Sékou Touré s'est rendu nuitamment chez Yawadou. Il lui a dit, Yawadou, le sort de la Guinée est entre tes mains. Tout dépend de toi. Le sort de la Guinée est entre tes mains. Tout dépend de toi. Et Yawadou lui a dit, si cela dépend de moi, la Guinée ira à l'indépendance sans effusion de sang. Nous allons tous nous regrouper et dire non et choisir l'indépendance dans la paix. C'est ce que je souhaite pour mon pays. Et vous savez, les autorités françaises ont pris contact avec Yawadou et lui ont dit, est-ce que tu veux prendre le pouvoir avec notre aide financière et militaire? À l'époque, la France avait des parachutistes à Dalaba. Parmi ces parachutistes, il y avait des Guinéens qui ont décidé de rester avec l'armée française, de ne pas rester avec la Guinée, avec le gouvernement guinéen qui allait naître. Ils ont contacté Yawadou, qui leur a dit non, j'ai donné ma parole à Sékou Touré. Nous avons eu un entretien et je ne reviens pas sur ma parole. La Guinée ira à l'indépendance. Je ne m'alignerai pas à la France contre mon pays. Il paraît que certains ont dit à Yawadou, tu regretteras. Et pour comprendre cette situation, il faut voir le contexte de l'époque. La France voulait maintenir sa domination sur les pays d'une façon ou de l'autre. Par exemple, au Niger, il y avait une autre personnalité qui, comme Sékou Touré, avait gagné les élections.
Djibo Bakary, qui dirigeait le parti Sawaba, qui était la section du Rassemblement démocratique africain au Niger. Djibo Bakary a gagné les élections, comme Sékou Touré. Comme Sékou Touré, qui était maire de Conakry, Djibo Bakary était le premier maire de Niamey. Il était le vice-président du conseil de gouvernement, puisqu'il a gagné les élections. Mais il a décidé de voter non au référendum du général de Gaulle de 1958. Donc quand il a décidé de voter non, les Français et puis le président Houphouët-Boigny et certains autres Nigériens ont dit « Nous ne pouvons pas soutenir, nous voulons voter oui et après négocier avec la France l'indépendance progressivement. » Donc les gens se sont opposés à lui. Le oui l'a emporté. Il était obligé de démissionner. Tout en disant qu'il y a eu des magouilles. Mais de toute façon, on a pris son cousin pour le remplacer, Amani Diori. C'est le cousin de Djibo Bakary, qui lui a accepté de voter oui. Et les Français avaient dit, on ne peut pas permettre que le Niger devienne indépendant parce que le Niger a une frontière de plus de 1000 km avec l'Algérie. Donc le FLN allait s'installer en Algérie comme il va s'installer plus tard au Mali, dans le nord Mali, pour ravitailler en armes le mouvement de libération. Donc les Français, du point de vue de leur stratégie à l'époque, puisque c'était la guerre contre le FLN, ils ne pouvaient pas accepter que le Niger soit immédiatement indépendant. Et la même chose, ils l'ont fait au Cameroun. Au Cameroun, il y avait un haut commissaire qui s'appelait Pierre Mesmer, qui est très connu en Afrique. Et lui, il a été très direct. Il a dit, nous donnerons l'indépendance à ceux qui la réclament le moins, après avoir éliminé politiquement et militairement ceux qui la souhaitent le plus. Ceux qui souhaitaient l'indépendance immédiate, c'était l'Union des populations du Cameroun, l'UPC, dirigée par Oumniobé, une grande figure historique, assassinée dans le maquis. Félix Roland Moumié, médecin, qui a succédé à Moumié, assassiné, empoisonné à Lausanne en 1960, suivi de Wandié, qu'on appelait le Che Guevara africain, qui a été exécuté. Il a été arrêté par les soldats de Haïdjo et des Français, exécuté au Cameroun. Et le dernier, Osende Afana, qui était à Toulouse, ici avec nous, qui était le rédacteur en chef à un moment donné de l'étudiant d'Afrique noire, l'organe de la FEANF, qui a rejoint le maquis au Cameroun et qui a été exécuté. Donc tous les dirigeants de l'UPC ont été exécutés parce qu'ils ont décidé de voter non au référendum et ils ont été éliminés. Il y a un qui a décidé de voter oui, c'était Amadou Ahidjo. Ils l'ont installé au pouvoir. Donc, les Français cherchaient une seule personne en Guinée pour dire oui. Ils allaient le soutenir par tous les moyens. Parce que la Guinée, ils y tenaient, c'est un pays très riche et puis un pays stratégique dans l'ensemble colonial français. Donc, c'était cette situation qui a été déjouée par Diawadou et Barry III, qui ont refusé de faire le jeu de la France. Diawadou, en 1969, exécuté par Sékou Touré, à qui il avait donné sa parole, et Barry III, qui a été injustement accusé, et lui aussi pendu en 1971, en janvier 1971. Barry III, les Soussous l'avaient surnommé Sili Yore. Sili Yore, ça veut dire le petit Sili, le petit éléphant, parce qu'il avait son programme politique ressemblait beaucoup à celui du RDA. C'était un programme progressiste. Il s'opposait même à la chefferie traditionnelle, quoiqu'il soit lui-même originaire de l'aristocratie Peul, mais il était favorable au progrès démocratique. Et à un moment donné, Sékou Touré voulait s'allier à lui. Mais Barry III a dit non, je ne soutiens pas, je suis d'accord avec le programme d'émancipation, mais je ne soutiens pas les méthodes que vous utilisez, la violence politique
Je ne peux pas m'allier à vous tant que vous prônez la violence politique.